Bien. Mes chers collègues, nous allons pouvoir débuter nos travaux après avoir vérifié que le quorum est atteint. Je passe donc la parole à notre directrice générale des services. Bonsoir. Monsieur Geoffroy présent, Madame Métral-Bornet donne pouvoir à Monsieur le maire, Monsieur Delpuech présent, Madame Bredas présente, Monsieur Samingo donne pouvoir à Madame Gautin, Madame Gautin présente, Monsieur Guilbault présent, Madame Mollard-Cadix présent, Monsieur Vignol présent, Madame Lodé-Desmas présente, Monsieur Bourdeau présent, Madame Georget présente, Madame Savy présente, Madame Laforgue présente, Madame Lafont présente, Monsieur Luttmann présent, Monsieur Guise donne pouvoir à Madame Savy, Madame Kozak présente, Monsieur Zawi présent, Madame Bourdelot-Le Roland présente, Monsieur Alamami présent, Monsieur Leray donne pouvoir à Monsieur Zawi, Monsieur Yumbi Ngamo donne pouvoir à Madame Vivian, Monsieur Rang donne pouvoir à Monsieur Delpuech, Madame Vivian présente, Madame Kerkali présente, Madame Hillman donne pouvoir à Monsieur Alamami, Monsieur O'Haraud présent, Madame Massé présente, Monsieur Rouillet absent, Madame Adjeli absente, Monsieur Vrignot présent, Monsieur Rousseau présent, Monsieur Pelou. Alors Julie. Ah bah non, je l'ai pas, mais pas de souci, hein, pas de souci. Donc on a dit excusez. On a donc le pouvoir de Sylvain Rouillet à Madame Massé, c'est bien ça? Et Monsieur Pelou absent. Merci. Alors, le quorum est donc atteint. Nous pouvons valablement délibérer. Lors de notre dernière séance, la plume était tenue par notre collègue John Samingo. Tout le monde a reçu le compte-rendu, qui n'a pas soulevé de questions. Je vais donc le soumettre à votre approbation, qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. Si notre Assemblée en était d'accord, l'ordre du tableau indiquerait que ce serait notre collègue Muriel Gautin qui, aujourd'hui, serait chargée du compte-rendu. Elle en est d'accord, nous également. Il en est ainsi décidé. Nous avons cette délibération à notre ordre du jour. La 7e a été raccrochée en cours de procédure par mes soins, puisqu'il s'agit d'une demande expresse de la préfecture qui nous a communiqué la convention relative à la réalisation de la mise sous pli et du colisage de la propagande électorale, dans son calendrier à elle, sans connaître notre calendrier à nous. Nous étions non pas dans nos 10 jours, mais dans les jours prévus par la réglementation, puisque c'est 3 ou 4 jours francs. Donc j'ai pris l'initiative de le rajouter pour que ça puisse être présenté lors de la commission. Alors, le premier point à l'ordre du jour que nous présente Cyril Delpuech, c'est la décision modificative à notre budget 2025. Merci, Monsieur le maire. En effet, chaque année, comme vous le disiez, il est proposé une décision modificative au budget primitif et au budget supplémentaire afin d'adapter les prévisions budgétaires aux dernières corrections connues. Un besoin de crédit pour certaines opérations conduit à présenter une première décision modificative au mois d'octobre, sans préjudice à la dernière décision modificative qui sera soumise au vote de l'Assemblée délibérante courant décembre. Le périmètre de la présente décision modificative budgétaire ne changera pas et permettra des ajustements de crédit induits des nouveaux besoins recensés, financés par les recettes nouvelles constatées ou arbitrages nécessaires. Elle aura pour principal objet l'inscription de la dépense relative aux mesures de consignation et d'exécution de travaux d'office suite à un dépôt illégal de déchets, donc l'affaire Luneau, 5 rue des Brandons. Cette décision budgétaire comptera également l'ajustement d'écriture d'ordre sans décaissement destiné à compléter les opérations comptables d'amortissement. Après ce rappel du contexte, la présente décision modificative propose donc les ouvertures de crédit suivantes. Concernant la section de fonctionnement,
En recettes de fonctionnement, il n'y a pas de correction apportée sur les crédits votés lors de la présente décision modificative. En dépenses de fonctionnement, il est nécessaire d'ajuster les nouvelles dépenses connues cette année. Donc 100 000 euros pour la somme de 100 000 euros pour l'affaire Luneau que j'évoquais il y a quelques instants. Il s'agit d'un devis estimatif. Les dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles pour la somme de 300 000 euros. Donc un ajustement de la nouvelle méthode du prorata temporis. Et donc, au même moment, ajustement pour l'équilibre du virement à la section d'investissement pour une moindre dépense de 400 000 euros. Concernant la section d'investissement, en recettes d'investissement, il est nécessaire d'ajuster les recettes ou épargnes qui ne seront pas réalisées cette année. Donc, j'évoquais à l'instant les 400 000 euros, donc ajustement pour l'équilibre du virement de la section de fonctionnement pour moins de 400 000 euros. La dotation, d'autre part, aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles que nous retrouvons pour la somme de 300 000 euros. Et donc, en dépenses d'investissement, on retrouve donc l'ajustement du fonds de roulement de moins 100 000 euros concernant donc l'affaire Luneau, le fonds de roulement de près de 6 700 000 euros, je vous rappelle, disponible au budget supplémentaire. Donc, vous retrouvez bien sûr l'équilibre dans le tableau que vous avez dans le rapport de présentation. Et donc, la commission administration générale, finances et ressources humaines a émis un avis favorable. Merci. Je ne vois pas de remarques ni de questions. Je rajouterai quelques éléments d'information très actualisés, puisqu'ils datent de ce matin, concernant ce que Cyril appelait l'affaire Luneau. Bon, vous connaissez tous, je suppose, de près ou de loin, la situation de ce terrain de moins de 4 mètres de large et de presque 100 mètres de long à l'angle, ou pratiquement à l'angle, de la rue des Écoles et de la rue des Brandons. Vous savez très certainement qu'il y a plusieurs années, la commune avait déjà dû engager une procédure aux frais de l'intéressé visant à enlever le volume très impressionnant d'immondices qui était sur ce terrain. Monsieur Luneau, bien connu de la commune depuis très très longtemps pour ses agissements assez surprenants et quelquefois dangereux, avec des matériels pas toujours très recommandables, notamment des bonbonnes de gaz ou autre chose de même type, a progressivement recommencé à accumuler des déchets de toute nature sur son terrain, et j'ai engagé toutes les procédures qui étaient nécessaires pour lui faire entendre raison, hein, et comme il est particulièrement rétif et qu'il est particulièrement procédurier, tout ceci prend du temps, hein, mais j'ai pu récemment donc avancer sur un arrêté que j'ai souhaité lui notifier, lui indiquant que nous allions intervenir sur son terrain pour, à sa place et à ses frais, enlever l'ensemble de ce qui s'y trouve. Je m'étais rendu sur les lieux avec la police municipale il y a une dizaine de jours pour lui signifier l'arrêté. Il n'était pas présent, il a su que je souhaitais le rencontrer. Il a donc demandé à me voir aujourd'hui, ce matin, à 10h30. Je l'ai reçu en compagnie de notre directrice générale, de notre directrice des affaires juridiques, en présence de la police municipale, et j'avais demandé à un commissaire de justice, hein, c'est le nouveau nom donné aux huissiers de justice, d'être présent pour bien attester de tout ce que j'avais à dire et de tout ce que j'avais à faire à l'égard de M. Luneau. M. Luneau s'est présenté, je lui ai donc exposé ce pourquoi je souhaitais le rencontrer. Il lui a été remis sans aucune opposition de sa part l'exploit d'huissier, donc lui signifiant que jeudi de cette semaine, à partir de 10h du matin, une entreprise intervenait à l'initiative de la commune sur son terrain et aux frais de l'intéressé pour commencer, et ceci pendant tous les jours qui seront nécessaires, et on pense que ça peut être 3, 4 et pourquoi pas 5 jours consécutifs, le week-end n'étant pas dans ces jours consécutifs, pour débarrasser le terrain de tout ce qui s'y trouve. Et c'est la raison pour laquelle nous avons bien sûr prévu l'inscription de la dépense que nous allons dans un premier temps devoir payer à l'entreprise.
sachant que comme nous l'avions fait la première fois, nous allons par l'intermédiaire de notre trésorier, le Trésor public, donc récupérer auprès de M. Luneau, par tous les moyens en possession du fisc, et il en a, les sommes que nous aurons dépensées aux alentours de 100 000 euros. Le premier devis qui avait été fait établissait à environ 92 000 euros le montant de la dépense. Le dernier devis, qui serait plus en jours qu'en volume, s'élevant à peu près 20 000 euros par jour. Et donc, vous avez fait le calcul, s'il y a 5 jours d'intervention comme ceci est supposé, nous serons dans les sommes que nous proposons d'inscrire aujourd'hui en décision modificative au budget. Il s'agit d'une avance et nous récupérons bien sûr l'intégralité de cette somme très rapidement grâce à notre percepteur. Voilà ce que je voulais vous donner comme information. Monsieur Luneau a toujours, et on lui a rappelé les droits qui étaient les siens ce matin, la possibilité d'empêcher l'entrée sur son terrain jeudi, mais il n'a manifesté ce matin aucune velléité de cette nature. On peut donc, et je l'espère, entretenir l'espoir que nous pourrons, à partir de jeudi et pendant tout le temps nécessaire, débarrasser le voisinage de tout ce qui crée problème depuis trop longtemps, en espérant, une fois que ceci aura été fait, que nous n'aurons pas obligation de recommencer dans X années, puisque, sans porter de jugement quel qu'il soit, M. Luneau est un spécialiste, que ce soit à Comblaville hier et aujourd'hui, que ce soit à Quincy-sous-Sénard il n'y a pas longtemps, et que ce soit maintenant à Brie-Contrebert sur le hameau de Villemeneux à partir de maintenant, il a cette habitude d'amasser toutes sortes de débris de chantier qu'il va prélever là où il le peut, et il le faisait régulièrement d'ailleurs lorsque les encombrants étaient collectés en porte-à-porte à date régulière. M. Luneau faisait partie de ceux qui étaient les plus présents sur le site des encombrants, partout où c'était indiqué à l'avance, pour pouvoir récupérer un maximum de matériel dont il n'a d'ailleurs que faire. Il entrepose, et c'est sa manière de vivre, dirais-je, sans prononcer plus de jugement que cela. Voilà, je souhaitais apporter ces éléments complémentaires d'information qui peuvent bien sûr vous intéresser, et au travers de chacun d'entre nous, l'ensemble de nos concitoyens. Je précise, parce que vous pourriez être interrogé à ce propos, que nous prenons bien sûr des dispositions pour que la rue des Brandons soit fermée à la circulation le temps de ces travaux, puisque bien sûr ce ne sont pas des véhicules légers qui vont intervenir, mais des véhicules d'un certain volume, et nous allons bloquer la circulation, la détourner, et notamment parce que c'est un sujet important pour les transports collectifs en direction de la gare, puisque les lignes passent, pour beaucoup d'entre elles, par la rue des Écoles, puis par la rue des Brandons, puis par la rue Thérèse de la Pierre, puis par l'avenue de la République, avant de rejoindre la rue des Acacias et la gare routière. Voilà l'information que je souhaitais vous apporter en complément de cette délibération. Pas de remarques, pas de questions, je mets aux voix. Qui est favorable? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. Nous pouvons passer au point suivant, toujours présenté par Cyril Delpuech, l'annulation de titres de recettes. Merci, Monsieur le maire. En effet, nous avons été destinataires d'une demande d'annulation de titres de recettes correspondant à l'application de décisions de la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne et portant sur l'effacement de la dette de particuliers. Les titres concernés, pour un montant total de 120,05 €, correspondant au règlement non réalisé de prestations d'accueil après l'école pour l'enfant du foyer concerné. Le motif d'irrécouvrabilité de ces créances est classé dans la catégorie créances éteintes, l'extinction de la créance ayant été prononcée dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou dans le cadre de la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs. La créance éteinte s'impose alors à la commune et au comptable public. Plus aucune action de recouvrement n'est possible. Par conséquent, ces titres deviennent des dépenses de fonctionnement pour la commune. Les crédits nécessaires ayant été prévus dans le cadre du budget primitif 2025 au chapitre 65, il convient de donner suite aux décisions de la commission relayées par notre comptable public. La commission administration générale, finances et ressources humaines a donné un avis favorable unanime.
Merci. Je pense que tout est clair. Je vais pouvoir mettre aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. Le point 3 que nous présente Éric Alamami, c'est la modification du tableau des effectifs du personnel communal. Merci, Monsieur le maire. Afin de tenir compte des évolutions des organisations, des mobilités internes, des départs pour des missions, disponibilité, détachement, mutation, retraite ou fin de contrat, il est nécessaire de créer des postes, de modifier des postes et de supprimer des postes inoccupés. Au sein de la direction du pôle élu, à la suite de la réussite au concours d'attaché de la responsable des relations de proximité et de la dynamique commerciale, il est proposé de procéder à sa nomination à compter du 1er octobre 2025. Au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'adopter la modification du tableau des effectifs du personnel communal, sachant que la commission administration générale, finances et ressources humaines a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Merci. Pas de remarques, pas de questions non plus. Je vais mettre aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Nous en avons ainsi décidé. Le point numéro 4 que nous présente Jean-Michel Guilbault, c'est la reprise pour modification de notre délibération du 16 décembre 2024, la délibération numéro 8, relative à l'approbation de cession d'une partie de parcelle située rue de Lieusaint. Excusez-moi, je suis obligé de changer de micro. Celui-là n'a pas l'air de fonctionner. Oh, ça fait rien. Donc, par délibération numéro 8 du 16 décembre 2024, le Conseil municipal a autorisé la cession d'une partie de la parcelle AB 355 pour un montant de 4 162 000 à la société Floorstone Promotion pour un projet de 136 logements. Les échéances constituent entre le porteur de projet, le voisinage et la commune ont conduit à faire évoluer le projet pour un ensemble de 126 logements. Par un courrier du 23 août 2025, la SCV Artelli, substituée à la société Forstone, a transmis à la commune une nouvelle offre d'acquisition prenant en compte les évolutions du projet immobilier tout en maintenant le prix initial. Cette offre d'acquisition est conforme à la nouvelle estimation des domaines du 11 septembre 2025. Il convient donc par conséquence d'approuver les modifications à la délibération du 16 décembre 2024 mentionnées. Les clauses de cession et le prix mentionné dans cette délibération sont inchangés. Donc, au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose de délibérer pour autoriser la cession de la parcelle AB 459, qui était anciennement AB 355, pour une surface de 10 057 mètres carrés. La commission aménagement et développement durable a émis un avis favorable. Merci. Alors, quelques éléments complémentaires pour la bonne information de tous. Bon, nous avions délibéré en décembre dernier sur ce sujet en rappelant bien que cette opération est liée à la construction sur le même terrain, à un côté rue de Lieusaint, des locaux de notre MJC, un jumelé dans l'accord que nous avons passé avec la MJC, avec l'accueil de notre service jeunesse, donc ce que on appelle communément un tiers-lieu qui sera pour l'essentiel le lieu d'expression très nettement amélioré des activités de la MJC, de plus en plus conjugué avec les activités de notre service jeunesse. Deux raisons faisaient que nous avions à reprendre le sujet. La première de ces raisons, c'était le fruit du dialogue extrêmement intéressant, extrêmement fouillé et positif que nous avons noué avec le collectif des riverains qui s'est fait connaître à nous,
qui a demandé à être reçu, et que bien évidemment nous avons reçu aussi longuement qu'il était nécessaire. La deuxième raison, c'est que le premier dessin qui nous a été présenté en guise de permis de construire par la société Forstone faisait apparaître, en ce qui concerne les logements collectifs, une incompatibilité avec notre PLU, lequel interdit une façade d'une longueur supérieure à 40 mètres. Or, malgré le décrochement qui pouvait faire penser qu'il n'y avait pas continuité de façade, il y avait continuité de façade au-delà de 40 mètres, et tout ceci devait être revu. Donc, pour ces deux raisons, nous avons demandé à Forstone de retravailler, et une fois ce nouveau travail effectué, nous avons à nouveau invité et reçu les représentants du collectif des riverains, à qui nous avons indiqué quelles étaient les dispositions qui avaient été prises pour répondre intégralement à leurs demandes que j'avais estimées totalement légitimes. De quelles demandes prioritairement s'agissait-il? De l'impossibilité que les riverains côté rue Gustave-Courbet souhaitaient, et on comprenait qu'ils le fassent, de ne pas avoir de vue directe sur leur jardin situé au sud de leur pavillon. Les pavillons sont en façade de la rue Gustave-Courbet, les jardins sont au sud, en limite de l'allée piéton-cycle, donc qui sépare ces propriétés du terrain en question. La reprise par Forstone du projet a conduit à la suppression de toute vue directe du premier étage des pavillons, puisque ce sont des pavillons avec un étage, en direction des dits propriétés, et une reconfiguration interne des espaces qui conduisait à la fois à maintenir le nombre de pavillons et en supprimant totalement les nuisances qu'auraient provoqué des baies ouvertes côté nord pour les pavillons et donc en direction du côté sud des pavillons de la rue Gustave-Courbet. Bon, les autres aménagements qui concernaient moins ces riverains concernent donc la réécriture des logements situés en collectif, qui a conduit d'ailleurs à ce que la séparation en deux volumes distincts du bâtiment qui formait un seul bloc fasse diminuer le nombre total de logements d'une dizaine. Nous sommes donc passés, comme la délibération nous l'indique, de 138 à 128 ou 136 à 126. Enfin, il y a 10 logements en moins, étant entendu que nous avons fait en sorte que l'entreprise, la société Forstone, donc, et celle qui lui succède pour la réalisation de l'opération, ne modifie pas l'engagement qui était celui de 4 160 000 € pour la cession du terrain au bénéfice de la construction des locaux dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous sommes en lien, bien sûr, avec la société qui va nous acheter le terrain dans les délais qui nous permettront de réaliser toutes nos opérations, en lien avec les riverains réunis dans ce collectif que nous avons rencontré à deux reprises déjà, qui, en sortant de la deuxième réunion, étaient totalement satisfaits de ce que nous leur avons indiqué, et nous leur avons fait savoir qu'à partir du moment où le permis de construire était déposé, aucune rencontre ne pouvait avoir lieu avec personne, puisque l'examen du permis, son instruction, doivent rester bien sûr au sein des services de la commune et de ceux de la direction départementale des territoires. Par contre, nous avons pris l'engagement que nous tiendrons bien sûr, une fois que le permis sera accordé, de les inviter à venir nous revoir pour qu'on leur fasse la présentation qui n'aura rien changé par rapport à ce qui avait été dit lors de notre précédente réunion, mais qui cette fois-ci aura été sanctionnée par l'attribution du permis de construire, sachant, je le rappelle, que nous sommes communes en ville nouvelle et que le maire signe le permis de construire non pas en son nom, au nom de la commune, mais au nom de l'État, puisque en ville nouvelle, c'est l'État qui délivre les permis de construire,
comme le veut le statut et le principe même des agglomérations nouvelles. Voilà donc les éléments qui me semblaient importants d'ajouter à toutes les informations qu'on vous avait déjà données en décembre dernier et au résumé que vous a présenté aussi bien en commission que tout à l'heure en séance notre collègue Jean-Michel Guilbault. Oui, Madame Massé. Est-ce qu'il serait juste possible qu'on soit invité à la prochaine réunion vous aurez avec les riverains? Ce n'est pas une réunion publique, oui, c'est une réunion entre la commune que je représente et eux, mais il n'y a aucune raison que nous ne saisissions pas l'occasion de vous faire une présentation du projet en commission, par exemple. Je propose qu'on réunisse, une fois que le permis de construire sera accordé, je propose qu'on réunisse la commission ad hoc pour faire une présentation avec le porteur de projet du projet. Comme ça, vous pourrez bien sûr avoir toutes les informations. D'accord. Mais en fait, je ne fais pas partie de la commission, c'est pour ça. Mais tous les élus du conseil municipal, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, peuvent venir participer aux réunions de commission. Comme ce jour-là, de surcroît, il n'y aura pas de vote à prononcer, d'avis à formuler. Je peux même donc dès maintenant dire que cette commission sera élargie sous forme de commission générale à tous les membres de notre Assemblée qui le souhaiteront. Merci. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais mettre aux voix. Qui est favorable? Avis contraire? 2 avis contraires. Abstention? 2 abstentions. Il en est donc ainsi décidé. Je vous remercie. Le point numéro 5, c'est la convention de servitude avec Enedis pour une ligne électrique souterraine sous la parcelle A4916 rue Sommeville pour une borne de recharge événementielle. La parcelle en question, c'est le parvis de l'hôtel de ville, mais Claude Luttmann, qui nous présente la délibération, va vous en dire plus. La société Enedis propose une convention sous seing privé relative au passage d'une ligne électrique en souterrain sous la parcelle cadastrée section A numéro 4916 appartenant à la commune de Comble-la-Ville, et comme monsieur le maire a dit, c'est la parcelle de l'hôtel de ville, donc là où nous sommes. Enedis sollicite la commune pour la publication de cet acte de servitude conformément aux termes de la convention sous seing privé. Cette publication foncière est importante car elle a pour but d'informer toute personne de la présence de la ligne électrique afin d'éviter tout sinistre et donc tout problème à venir. Les frais liés à cette opération seront à la charge d'Enedis. Cette ligne souterraine permettra donc l'installation d'une borne électrique sécurisée qui sera utilisée pour toutes les manifestations sur le parvis de l'hôtel de ville. Au vu de ces éléments et de l'avis favorable de la commission aménagement et développement durable, monsieur le maire vous propose d'approuver les termes de la convention de servitude avec Enedis relative au passage d'une ligne électrique en souterrain sous la parcelle à 4916 rue Sommeville. Avec l'avis, bien sûr, favorable de la commission. Pas de remarques ni de questions particulières. Je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire. Pas d'opposition. Il en est ainsi décidé. Le point suivant, numéro 6, c'est le nouveau règlement des événements forains. Et avant de passer la parole à Lisa-Marie Lodé-Dedas qui nous le présente, je reprends bien sûr l'erreur de copier-coller qui a été faite dans le projet de délibération. Quand il est écrit « Au vu de ces éléments, je vous propose d'adopter la nouvelle version du règlement intérieur des équipements sportifs municipaux ». Bien évidemment, tout le monde l'avait remarqué et personne ne l'a dit. Il s'agit du règlement intérieur des événements forains. Et je tenais à vous le dire parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toujours le maire qui est responsable. C'était donc à lui de faire amende honorable devant vous. Lisa-Marie. Merci, monsieur le maire. L'accueil d'une fête foraine chaque année sur la commune requiert un règlement précis, applicable aux forains, permettant une fête de qualité, respectant la sécurité de tous. Les bilans des précédentes éditions ont conduit à prévoir des modifications dans le fonctionnement des relations avec les forains
et des possibilités offertes en termes d'aménagement des lieux de vie et d'exploitation de la fête. Il est ainsi proposé une réécriture globale d'un nouveau règlement plus complet et en adéquation avec les objectifs de la commune dans l'accueil des fêtes foraines. Donc, au vu de ces éléments, Monsieur le maire vous propose d'adopter la nouvelle version du règlement intérieur des événements forains, sachant que la commission animation, épanouissement culturel et sportif a émis un avis favorable. Merci. Je profite de cette délibération pour vous dire, même si vous pouvez estimer que je tiendrai par cette formule à me faire gonfler les chevilles, que je représentais, puisque c'est ma place, les maires de Seine-et-Marne lors de la dernière commission consultative et de pilotage des événements circassiens et forains sur le département de Seine-et-Marne, à laquelle participent, sous l'autorité du préfet, les représentants syndicaux et professionnels des mondes forains et circassiens. À cette occasion, les représentants des forains et les représentants du monde circassien ont tous tenu à dire que si, en Seine-et-Marne, toutes les communes étaient et faisaient comme la commune de Comble-la-Ville, les choses seraient bien sur l'ensemble du département, comme c'est ce qu'ils ont dit. Ça m'a fait plaisir de l'entendre, et comme nous sommes tous concernés, puisque nous votons toutes ces délibérations d'une belle unanimité, ce qui a été dit au maire rejaillit sur l'ensemble du conseil municipal. Nous devons être fiers de faire tout simplement ce que la loi nous encourage et nous invite à faire pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les cirques qui méritent d'être accueillis et que nous pouvons accueillir. Ça sera le cas fin octobre sur notre commune, ainsi que la fête foraine que nous accueillons depuis de nombreuses années sur l'esplanade du 14 juillet à l'articulation de l'hiver et du printemps. Pas de remarques, pas de questions, je mets aux voix. Qui est favorable? Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Il en est donc ainsi décidé. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la nouvelle délibération que nous avons inscrite en cours de route à la demande de la préfecture. Il s'agit donc de la convention relative à la réalisation de la mise sous pli et du colisage de la propagande électorale proposée par la préfecture de notre département dans le cadre des futures élections municipales qui, je vous le rappelle, c'est confirmé, se dérouleront les 15 et 22 mars de l'année prochaine. Cette convention a pour objet de confier à la commune la réalisation des travaux de mise sous pli de la propagande électorale à destination des électeurs et le colisage des bulletins de vote à destination des bureaux de vote pour les 2 tours de scrutin. Sous la responsabilité de la commission de propagande, la commune réalisera donc les missions de mise sous pli et de colisage dans l'ordre suivant: mise sous pli en respectant l'ordre initial des enveloppes placées dans les cartons, insertion de la propagande électorale dans chaque enveloppe qui sera dûment collée ou scotchée, reprise par la poste des cartons de plis cachetés à destination des électeurs et préparation et mise en colis des paquets de bulletins de vote afin de pouvoir l'ensemble des bureaux de vote de la commune en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Petite précision qui n'apparaît pas dans toutes ces indications, c'est que jusqu'à maintenant, les communes avaient une mission supplémentaire pour les élections locales qui était d'effectuer également l'adressage, c'est-à-dire de coller sur chaque enveloppe le nom et l'adresse de l'électeur concerné. Cette année, à partir de cette année, c'est la procédure qui s'applique pour les scrutins nationaux, c'est-à-dire l'adressage effectué par une entreprise privée qui sera également mise en œuvre pour les élections municipales. Pour résumer, moins de travail à faire, mais une dotation de la part de l'État identique à celle des années précédentes. Bon, pour une fois où l'État maintient une dotation alors que la tâche à assumer est moins lourde, on ne va pas s'en plaindre, mais je souhaitais bien sûr que vous en soyez informés. Ceci afin d'éviter les inévitables erreurs qui ne sont pas imputables à la commune, mais qui sont imputables au décalage de la part de l'INSEE entre les inscriptions sur la liste électorale et la réalité du domicile
des personnes concernées. Et tout ceci va échapper au risque de se faire remarquer des inexactitudes par qui que ce soit. Pas de remarques, pas de questions, je mets aux voix qui est favorable. Pas d'avis contraire, pas d'abstention. Avant de donner la parole au groupe Agissons pour Combes qui nous a présenté dans le cadre de notre règlement une question, je souhaiterais saluer la présence dans le public de personnes qui représentent l'association Les Félins de la Terroine, c'est bien ainsi que cette association s'appelle. Ces dames sont à l'origine d'une initiative extrêmement généreuse et importante, intéressante, concernant donc la présence nombreuse et non maîtrisée jusqu'à ce qu'elle commence à intervenir, de nombreux chats dans le secteur de la rue de la Terroine. Ces personnes avaient souhaité nous rencontrer pour faire part d'un projet qui leur tenait à cœur de mettre en place un équipement permettant donc d'assurer par les moyens les plus appropriés possibles la maîtrise de ces flux de chats ainsi que la préparation de leur stérilisation pour éviter bien sûr un développement tel qu'il est constaté aujourd'hui. Nous étions parfaitement d'accord avec le projet, nous le sommes toujours. Je sais que ces dames sont venues parce qu'elles ont pensé peut-être que nous avons manqué à notre parole, mais ce n'est en fait pas le cas. Elles avaient pensé que nous aurions une délibération aujourd'hui au conseil municipal sur le sujet. Nous avions, c'est vrai, envisagé la période de la rentrée pour délibérer sur ce qu'il y a lieu d'officialiser dans la relation entre la commune et cette structure. Et si malheureusement nous ne le faisons pas aujourd'hui, nous le ferons bien sûr probablement le mois prochain, puisque nous avons un conseil municipal tous les mois. Nous nous sommes mis d'accord pour localiser l'abri qui serait implanté et maîtrisé par l'association sur un site situé dans l'espace central à proximité de la rue de la Terroine, étant entendu que la commune fera en sorte, par ses propres moyens, d'assurer que le sol soit suffisamment stable pour installer l'équipement. C'est de tout cela dont il sera question dans la délibération que nous proposerons probablement le mois prochain et que, sans nul doute, nous approuverons, j'en suis persuadé, dans la meilleure des unanimités. Voilà. La question, donc, Madame Massé. Alors, petite question. Nous avons tous constaté la destruction de l'entrepôt rue Pierre et Marie Curie entre l'atelier danse et le restaurant. Pourriez-vous informer les Combevillais sur le projet de construction prévu à cet endroit? Merci. Oui, le site dont vous parlez est le site qui, jadis, et ça a été la première utilisation de ce site, a été réalisé par l'entreprise Lalique et qui ensuite a été cédé à l'entreprise Tiercelin qui était, et qui reste, mais cette fois-ci dans le sud de la France, dans le secteur du Lot-et-Garonne, la plus grande ou une des plus grandes entreprises de commercialisation de safran de notre pays. La famille Tiercelin, d'ailleurs, avait été victime au petit matin d'une agression par des personnes qui avaient pénétré l'entreprise aux fins de venir voler ce magot que constitue le safran, qui est une plante extrêmement rare et chère. Et depuis la prise de retraite des parents, la fratrie avait donc repris l'entreprise et l'avait réimplantée là où elle s'était initialement créée, c'est-à-dire donc dans le Lot-et-Garonne. Les locaux étaient inoccupés et ils ont fait l'objet d'une acquisition sans que nous ayons été saisis, mais il n'y avait pas une obligation légale à ce que nous soyons, par la société Grand Frais. Grand Frais souhaitant créer son propre bâtiment. On connaît les bâtiments Grand Frais, là où ils se sont implantés, afin de pouvoir y installer donc les activités actuelles et de pouvoir disposer, ce qui n'était pas inutile, d'un nombre de places de stationnement supérieur à celui qui est constaté aujourd'hui,
sachant que Grand Frais s'étant installé sous l'enseigne initiale de Novo Viande, Novo Primeur, s'était installé là où il y avait Bricomarché, alors que Bricomarché était en face avec parking commun sur les deux entités d'Intermarché. Et c'est vrai qu'à l'époque où il y avait Intermarché et Bricomarché, le nombre global de places de stationnement pour les deux enseignes convenait parfaitement, suffisait largement, ce qui n'a plus été le cas lorsque la station de lavage s'est reconfigurée là où elle souhaitait le faire, là où il fallait qu'elle le fasse, et que les locaux d'Intermarché et l'espace de stationnement correspondant ont été ensuite vendus à la société de self-stockage. J'ai été informé par, pas par la presse, puis ce n'est pas le cas, mais par la bande, du fait que Grand Frais avait acquis ce terrain lorsque un architecte, il y a maintenant 2 ans, nous a fait savoir que pour le compte d'un grand opérateur national, dont il ne nous disait pas le nom, il avait 10 jours pour nous présenter un permis de construire. Ceci, fin juillet, avec une urgence qui était déclarée. Bon, et moi, j'ai fait en sorte de savoir de qui il s'agissait, parce que le procédé n'était pas correct. Bon, et nous avons fini assez facilement par savoir qu'il s'agissait de la société Grand Frais, que j'ai invité à venir me voir, à qui j'ai fixé un certain nombre de conditions et de rappels élémentaires. La première condition, c'est qu'il soit prioritairement fait appel en accompagnement de Grand Frais aux commerçants actuellement sur le site de Grand Frais, c'est-à-dire le boulanger et le caviste, à qui j'avais demandé, bien sûr, si leur souhait était de rester aux côtés de Grand Frais une fois qu'il aurait déménagé, et ils m'ont l'un et l'autre dit oui. J'avais donc indiqué ce souhait qui était une contrainte que je fixais à Grand Frais, et mes interlocuteurs d'alors, que j'ai du mal à avoir actuellement au téléphone, est-ce qu'ils existent encore au sein de Grand Frais? Je ne le sais pas. Ayant consenti donc à accéder à ma demande, qui était plus qu'une demande, qui était une exigence. La deuxième demande que j'avais formulée, et je l'ai formulée également auprès du propriétaire actuel des locaux de Bricomarché, ce n'est pas la musique de l'enseigne, c'est que les locaux actuels de Grand Frais, ex-Bricomarché, ne soient en aucun cas proposés à une nouvelle enseigne alimentaire. J'ai toujours fait savoir que nous avions suffisamment d'enseignes alimentaires de moyenne ou d'assez grande importance sur la commune, pour beaucoup d'entre elles en proximité de nos concitoyens, à Beau-Soleil, place de l'An 2000, l'Abreuvoir, je vais vous en dire 2 mots, et également à l'Ormeau. Ne parlons pas bien sûr de Lidl et de tout ce qui a été opéré et qui donne satisfaction à tout le monde sur le site de la Coupole. Et donc j'ai toujours indiqué qu'il n'était pas question d'avoir une enseigne de plus, quelle qu'elle soit, qui vienne s'installer et contribuer à aggraver encore le risque de déséquilibre entre toutes les surfaces et tous les secteurs commerciaux où une locomotive tire en proximité un certain nombre de commerces essentiels, et souvent parmi ces commerces essentiels, les pharmacies, comme c'est le cas à l'Abreuvoir, et comme c'est le cas place de l'An 2000 et dans le secteur Beau-Soleil. Nous étions donc sur cet accord de principe, et rien ne pouvait empêcher Grand Frais de présenter un permis de construire, puisque dans les conditions de respect du PLU, ceci était possible. Le permis de construire a été présenté, il a été examiné, il a fait l'objet d'un avis favorable, parce qu'il ne pouvait pas en être autrement de notre part, ainsi que de la direction départementale des territoires, et donc nous avons signé au nom de l'État ce permis de construire. Et depuis, nous n'avons pas d'informations. Je suis allé aux nouvelles récemment pour essayer d'avoir des informations sur le début des travaux, ayant comme vous constaté la démolition qui était prévue des bâtiments anciens qui ne pouvaient pas être utilisés, contrairement à Bricomarché qui avait pu l'être pour y installer Grand Frais.
et sachant que le permis de délivrer, le permis de construire délivré, valait permis de démolition du bâtiment actuel. Nous en sommes là. J'ai rappelé à la première interlocutrice de la société Grand Frais que j'ai eue que je souhaitais absolument avoir contact avant tout début de travaux pour avoir confirmation officielle, et cette fois-ci écrite, que l'engagement pris par Grand Frais serait tenu, à savoir qu'il serait fait appel prioritairement aux boulangers actuels et aux cavistes du site actuel où est située l'enseigne. Et bien évidemment, nous ne laisserons pas le chantier débuter avant d'avoir eu confirmation de cet engagement qui, pour moi, est tout à fait essentiel. Il était important que je demande que cet engagement soit pris. Il est tout aussi important que j'exige qu'il soit respecté. Donc, Grand Frais va construire son bâtiment. Je ne sais pas quand, mais ça sera aux conditions que j'ai fixées. Et nous avons, mais là, ce ne sont que des évocations sur lesquelles mon propos ne doit pas être pris comme un engagement de quiconque. Nous avons, depuis nos premiers contacts avec Grand Frais, tenu à ce que certains contacts soient pris par ces enseignes et par le propriétaire actuel pour qu'un autre type de commerce s'implante là où est actuellement Grand Frais. Et il avait été envisagé, et j'avais eu contact avec des représentants de cette enseigne, que l'ancienne Action vienne s'installer sur le site de Grand Frais. Je n'ai pas plus d'informations depuis, mais du contact nouveau que j'ai demandé à Grand Frais de prendre avec moi, il y a également cette demande. Quand on avait exprimé le fait que Action pourrait s'installer, Action étant intéressée à le faire, j'avais trouvé que ce serait plutôt intéressant d'avoir ce type d'enseigne sur le territoire de la commune, qui permettrait à ce qu'un local commercial ne soit pas longtemps inhabité, ce qui avait été le cas de l'ancienne Intermarché, qu'il n'y ait pas un risque de squat et d'installation de quiconque sur le site, et puis pour répondre à des besoins qui, à mon avis, pourraient tout à fait donner satisfaction à la population de la commune. Voilà donc où nous en sommes sur ce terrain. J'en profite pour dire deux mots, je l'évoquais tout à l'heure, et merci de m'excuser de rallonger un peu les choses, pour vous dire deux mots des contacts que j'ai pris et qui semblent intéressants du côté de l'Abreuvoir, où vous avez constaté que l'enseigne, donc Franprix de l'Abreuvoir, a baissé son rideau depuis un certain temps. Le propriétaire que nous connaissons bien, avec lequel les relations sont très fluides, est venu à mon contact récemment suite à mon appel téléphonique. Il a bien sûr demandé à ce que la possibilité lui soit offerte de récupérer les centaines de milliers d'euros qui lui sont dus par son ancien locataire qui n'a pas payé ses loyers pendant très longtemps. Mais nous savons tous, lui comme nous, que cette question est récurrente, puisqu'il semble avéré que la surface du bâtiment où était jadis Écomarché, puis ensuite G20, puis maintenant Franprix, soit trop grande par rapport aux besoins à satisfaire compte tenu de l'offre par ailleurs sur la commune. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur mon refus qu'une autre surface commerciale s'installe quelque part, et en particulier sur l'Ormeau. Le propriétaire est désormais acquis à l'idée qu'il faut trouver le moyen d'implanter une supérette de taille suffisante, mais pas trop importante, pour pouvoir répondre aux besoins en proximité de la population, tout en ayant la capacité de bénéficier d'un loyer qui ne soit pas trop important par rapport à l'équilibre économique de l'entreprise qui viendrait s'implanter. Et donc, il m'a indiqué, il y a une quinzaine de jours, se rapprocher de l'architecte d'intérieur auquel il a l'habitude de faire appel pour venir me proposer les réflexions que cet architecte proposera sur la reconfiguration intérieure du bâtiment, occupé à l'heure actuelle, enfin occupé hier par Franprix, sachant que
le PLU nous permet, si c'est possible et nécessaire, de créer des ouvertures sur l'arrière, sur le côté, de telle manière qu'il pourrait y avoir l'utilisation en 3 ou 4 cellules de ce bâtiment tel qu'il est actuellement configuré, et au mieux des intérêts de toutes les activités économiques et de services qui pourraient s'y implanter. Si j'évoque activité de service, c'est que j'ai été par ailleurs sollicité par une équipe paramédicale qui souhaite pouvoir implanter un équipement quelque part où ça présenterait de l'intérêt pour les membres de cette équipe et pour la commune, et j'ai indiqué que ce site sur la commune était situé dans un secteur où l'offre médicale et paramédicale était relativement faible et que ça ne pourrait qu'être bien perçu, avec en plus un stationnement qui est largement suffisant sur l'espace devenu propriété de la commune et que nous avons rénové, mais également à l'arrière, sur l'espace qui reste propriété des copropriétaires du centre de l'Abreuvoir. Voilà, donc nous sommes dessus. Nous n'avons aucune certitude, mais par contre, le lien avec le propriétaire de cette partie de la copropriété est un lien très positif, et nous aboutirons très probablement, et j'espère le plus tôt possible, à un ensemble de solutions qui permettront de retrouver une dimension alimentation, mais de proportions plus réduites, et de bénéficier d'autres commerces et services en proximité sur ce secteur. Voilà donc en complément de votre interrogation concernant Grand Frais. Je pense que nous avons terminé. Merci à toutes et à tous et au mois prochain.